Salut à tous, c'est Banque Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre papotage avec Lee sur un sujet qu'elle vient d'introduire sur le dernier podcast donc, que vous avez vu hier, qui est ce séminaire qu'elle faisait pour que les gens trouvent le bonheur, la joie, le bien-être, qui n'a pas fonctionné alors qu'un séminaire qui cherchait à gérer les problèmes. Ouais. Attends, je ne vais pas dire que les séminaires n'ont pas fonctionné pour ceux qui étaient présents. Bien sûr, mais quand je dis fonctionner, les points de vue attirer les gens qui... Ça n'intéressait pas. Oui. Ça n'attirait pas dans cette notion. Voilà. Et inversement, celui qui était sur gérer ses problèmes était quelque chose où il y a eu plus de demandes. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on sait que la nature humaine est orientée pour voir le négatif. Oui. Et si on ne prend pas en compte cette notion-là, on passe à côté de quelque chose d'important en psycho. C'est pas qu'on est négatif, c'est qu'on a besoin de voir le négatif parce que ça nous a permis de survivre. Donc, exact. Mécanisme de survie, il faut l'accepter. Exactement. Et en fait, beaucoup de personnes... On a évolué comme ça. Mais oui, on a survécu comme ça. Donc, il y a vraiment un principe où parfois, et moi j'étais le premier à le dire pendant des années jusqu'à ce que je lise des propos à ce sujet-là, je me disais tout le temps, c'est fou, mais moi le premier, moi je suis pas un mec très positif. Je l'ai jamais été, je suis toujours à voir les trucs qui vont pas. C'est mon truc à moi, etc. Voilà, c'est mon truc à moi. Je pensais que c'était mon truc à moi, en fait. Je me dis, je suis pas un mec positif. Et en fait, d'un coup, je lis des différents articles et tout, et à un moment, je lis, non, c'est normal que le cerveau pense d'abord en négatif plutôt qu'en positif. Et l'exemple que j'avais trouvé génial, c'était, il disait, imagine, on était à l'époque de nos ancêtres dans la savane. Et dans la savane, au loin, on voit quelque chose au sol qui semble bouger parce qu'il y a du vent. Nous, notre premier réflexe, c'est prendre quelque chose dans les mains pour aller taper dessus, pour voir même, on se met en défense, on dit à tout le monde d'arrêter d'avancer, il y a quelque chose. Parce que notre cerveau, il n'a pas pensé à ce que ce soit un truc neutre, mais que c'est possiblement un serpent ou un animal qui pourrait être dangereux et venir nous attaquer. On s'approche, et qu'est-ce qu'on voit? On voit une branche, où on voit un truc par terre qui est juste mort, entre guillemets, qui n'a pas de mouvement. Mais notre cerveau, il a d'abord dit, oula, ça peut être un serpent, ça peut être un animal dangereux. Et sur toute chose, j'entends un bruit, c'est rien. Oui, sauf que avant, ce bruit-là, c'était peut-être un prédateur, c'était peut-être un problème qui arrivait. Et du coup, se dire, oui, mais dès que tu entends un bruit, tu stresses et tu as peur et on a l'impression que tu te mets en défense. Oui, parce que le cerveau, il dit, si tu veux survivre, il faut faire attention parce que les petits bruits, les trucs qui ressemblent à rien et que tu n'arrives pas à bien définir dans l'instant, ça peut être un danger. Donc, et ça explique même, ça peut même apaiser des personnes qui ont été angoissées, parce que c'est des personnes qui sont en fait hyper sensibles à toutes les choses, et toutes les choses, elles se disent, oula, ça peut être un danger, oula, ça peut être un danger, oula, ça peut être un danger. Sauf qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on a, en tout cas en France actuellement, on a quand même beaucoup moins de dangers qu'il y a des centaines ou des milliers d'années pour les peuples primitifs qu'on était, où là, effectivement, on n'avait pas forcément de quoi se protéger, pas forcément de quoi se soigner, etc. Donc, c'était hyper important. Donc, voir le négatif est quelque chose de positif. Et ça, c'est vraiment important de se le garder en tête. Trop de personnes sont dans « oui, mais je vois tout en noir ». Bon, l'excès n'est pas bon, mais on est toujours sur la même chose. C'est une question d'équilibre. Mais sinon, c'est normal que vous voyez négatif. Donc, quand on lit, allez proposer un truc à « non, mais on ne va pas regarder le négatif, on va aller vers du positif », l'idée, elle est géniale. Parce qu'elle répond à quoi? Elle répond à un autre besoin qu'on a, avoir des objectifs clairs, et plutôt que d'aller vers ce qu'on ne veut pas, aller vers ce que l'on veut. Ouais, mais là, on a quelque chose d'antagoniste. L'idée, on sait que techniquement parlant, c'est mieux d'aller vers ce que l'on veut, donc définir clairement ce que l'on veut, et surtout pas définir ce qu'on ne veut pas, limiter ce qu'on ne veut pas. Sauf que notre cerveau, il pense en négatif, et il se dit, ouais, mais d'abord, moi, ce que je veux gérer, c'est ce que je ne veux pas. Donc, un atelier comme autosabotage ou gérer les problèmes qu'on ne veut pas, c'est naturel qu'il y ait un bon retour. Parce que notre cerveau, notre manière d'orienter les choses, va d'abord dire
j'enlève ce qui m'embête et après, je m'oriente vers ce que je veux. Et comme l'a dit Lee sur la précédente vidéo, on ne veut pas faire un bond entre deux choses. On veut directement gérer d'abord le problème plutôt que d'aller vers ce qui va bien. Donc, c'est assez intéressant ce que tu viens de faire remarquer parce que c'est exactement la problématique des gens. Ils veulent d'abord gérer quelque chose alors qu'on pourrait leur dire non, mais il suffit que tu fasses ça et tu seras content. Oui, mais ça restera à l'intérieur de moi, donc je ne serai pas content. Et du coup, le travail sur auto-sabotage, ça a été quoi le retour des gens? Ils étaient contents de se dire, tiens, j'ai trouvé des moyens pour ne plus avoir tel ou tel problème? Oui. Ouais. Oui. La plupart ont pu pratiquer quand même dans le jour même, donc ils ont pu découvrir pour eux-mêmes. Moi, je trouve, j'aime pas trop une journée théorique comme ça fait rien. Donc, tout le monde a travaillé par deux. Comme je fais toujours en hypnovision, j'ai fait d'abord une démonstration. Ouais. J'ai montré tout de suite, justement, que, en fait, c'était la thérapie des parties, mais adaptée pour le grand public. Et puis, ils ont tous travaillé eux-mêmes. Et puis, à la fin, j'ai dit, OK, ferme les yeux, pense à un problème qui pourrait être une partie de toi-même et je te dirige en groupe, en général. Donc, ils ont eu beaucoup de pratiques dans la journée, ils ont suivi plusieurs choses. Donc, oui. Donc, oui, ça a super bien marché. Donc, ils étaient contents qu'ils sont venus. Ils étaient aussi contents, les gens qui ont fait la séance de bonheur, mais il n'y avait pas beaucoup. Oui, mais c'est pas les mêmes besoins. Les gens ne répondent pas aux mêmes besoins. Là, quand tu dis que c'était la thérapie des parties, c'était la thérapie des parties version PNL ou la thérapie des parties version TBETS? Version TBETS. Donc, je l'ai appris directement de Roy Hunter. Ouais, de Roy, ouais. Alors, là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, la thérapie des parties aujourd'hui, ça semble quelque chose d'hyper simple et populaire partout. Seulement, dans le monde de l'hypnothérapie, c'est un type, Charles TBETS, qui a écrit Miracle on Demand, qui est introuvable. Ce bouquin est introuvable. Si quelqu'un l'a en PDF ou en bouquin, contactez-moi. Miracle on Demand, il n'est pas trouvable du tout. Il coûte un bras si on le trouve. Et c'est un des bouquins. Le quoi du monde? Miracle on Demand. C'est Miracle à la demande. Et ce bouquin-là. Oui, bien sûr, j'ai entendu parler de Roy. Voilà, tout le monde en a entendu parler, mais il n'existe plus. C'est un enfer. En fait, TBETS a vraiment été le premier qui a formalisé le principe de thérapie des parties. Après, on peut dire que ça existe dans plein de systèmes et tout. En hypnose, c'est lui le père fondateur de cette notion-là. À savoir que TBETS était extrêmement lié à Gil Boyne. Gil Boyne, TBETS, deux personnes extrêmement liées dans l'hypnose. Et Gil Boyne, c'était un spécialiste aussi des régressions et des thérapies des parties. Mais celui qui a vraiment bossé ça, c'est TBETS. Sauf que TBETS a créé un système tellement complet qui pouvait durer 1h30, 2 heures facilement. Et j'avais une de mes professeurs, Patricia, qui m'avait dit, elle était professeure de thérapie des parties, et elle me disait, c'est un enfer. Aujourd'hui, faire la version de TBETS, c'est tellement long que en fait, ça ennuie les gens. Ah bon? Ouais, parce que c'était ultra précis. Ultra précis. Roy, déjà, il a modifié le boulot de TBETS. Ah oui, justement, moi, j'ai fait avec Roy et pour lui, on pourrait faire ça. Écoute, est-ce qu'on a arrêté après les 30 minutes, là? Oui, on a arrêté. Ah, OK, oui, je ne me rappelle plus. Pas de souci. J'étais tellement en train de... OK, c'est bon, oui. Donc, il y a d'abord Charles TBETS qui a bossé. Et il a eu comme héritier Roy Hunter. Roy Hunter, alors, acheter ses bouquins, en séminaire, il n'est pas hyper vif. Il y a des moments, tu écoutes ses cours, tu t'endors un peu. Par contre, il est hyper intéressant, mais il ne s'est pas animé, en fait. Donc, il y a des moments, tu suis ses cours, c'est long. Mais par contre, ses bouquins, c'est un mec qui connaît plein de choses. Il est incroyable en termes de connaissances. Ses bouquins, vous les trouvez en français. Les bouquins, d'ailleurs, c'était Brice qui l'avait traduit. Vous les trouvez en français. Il y a Travail sur les régressions de mémoire et je crois qu'il y en a un aussi sur les thérapies des parties.
C'est donc lui qui a un petit peu modifié le travail de Tebet pour le rendre plus accessible déjà aux hypnos, pour que ça rentre dans leur session, que ça ne dure pas hyper longtemps, etc. Et même lui-même, il a dit souvent que même s'il admirait beaucoup Tebet, il disait qu'il était souvent, il était trop dans l'idée d'imposer ses propres idées de ce qu'il fallait faire, pendant que lui, il était beaucoup en interaction avec le sujet. Voilà. Et c'est ce que m'avait dit Pat. Hein. On a donc Patricia Smith, c'était une de mes profs en hypnose. Et elle m'expliquait, elle me disait que en fait, c'est vraiment un protocole limite comme entre les devis, tu vois. C'est des questions, une à une, et tu le fais petit à petit pour que la personne puisse arriver jusqu'à la solution de son problème. Et si la personne répond A, tu fais ceci. Si la personne répond B, tu fais ceci. Donc, évidemment, il y a beaucoup de variations, mais chaque variation est comprise dans la structure. Oui. Et c'est exactement ça le problème qu'il y a eu. Donc, après, on a eu Roy Hunter, et puis, mine de rien, le boulot, quoi. Tebet, c'était incroyable, et il faut voir que Tebet a été le bras droit de Gilboyne pendant un moment avant qu'il s'embrouille et qu'il aille à la NGH. Il y a plein d'histoires. C'est pour les gens qui aiment bien les dramas, le monde de l'hypnose, c'est un monde de drama. Hein. Donc, il est parti avec ses élèves. Il faut voir que Tebet, ça avait un groupe énorme au niveau du sud des États-Unis, au niveau Floride et tout ça, alors que Gilboyne, il était plutôt au niveau de l'ouest, et ils se sont embrouillés alors ils étaient comme cul et chemise pendant des années. Et du coup, la vengeance, entre guillemets, de Tebet, c'est d'aller à la NGH, qui était le groupe ennemi de celui de la CHE, je crois, de Gilboyne. Bon, du coup, il faut voir que ces deux-là, hein, là, l'histoire du conflit, on s'en fiche, mais ils ont eu un groupe énorme. Il faut voir que la NGH était plus petit que le groupe qu'avait créé Gilboyne. Gilboyne était le mec qui avait la plus grosse guilde d'hypnose des États-Unis et certainement du monde. Et bon, il y a eu tellement de guerres que tout a fini par la NGH. Ça, tout le monde s'est explosé et s'est retrouvé à la NGH. Et du coup, la connaissance de Tebet sur la thérapie des parties, elle a été développée par tout ce groupe-là. Et donc, il y a des milliers et des milliers d'hypnothérapeutes qui ont été formés de façon plus ou moins précise. Il y en a très précises, il y en a en mode Gilboyne qui était beaucoup plus intuitif, et ça donnait du boulot. À savoir que dans les années 70, un type qui a récupéré ça, c'est Bendler. Et il y a un modèle de thérapie des parties en version Bendler, qui est très connu, hein, qui est classique, c'est la thérapie en 6 points. Oui. Elle est très connue, très simple, elle est très fonctionnelle. Mais c'est amusant parce que, comme d'habitude, hein, on est parti de quelque chose d'extrêmement dense, avec plein de, comme l'a dit Lee, si tu fais ça, va à droite, va à gauche, dis oui, dis non, fais ceci, fais cela. On a eu des diffuseurs, des personnes qui ont simplifié un peu la connaissance, et on a eu la simplification, le simplificateur, qui a fait une version ultra simple. Et maintenant, on est encore plus simple. On fait parler un côté, l'autre. Voilà. Ok, on va parler avec ta partie qui ne va pas bien. Maintenant, il y a ta partie ressources. Ok, maintenant, vous parlez. Dites-moi ce qui se passe. C'est beaucoup plus simple, en fait. Mais pour en arriver à autant de simplicité, il a fallu comprendre tout le processus qui était complexe et passer par des étapes pour désassembler, enlever les trucs qui n'avaient pas d'utilité et se rendre compte que faire parler deux parties de la personne quand elle est en transe somnambulique, c'est aussi efficace que suivre un protocole qui dure 3 heures. Et ça, c'est quand même assez génial de s'en rendre compte. Mais on ne peut arriver qu'aujourd'hui un dialogue très simple en thérapie des parties que parce qu'on a 60 ans d'histoire de personnes qui ont travaillé à décanter, changer, transformer, essayer, réduire, améliorer, accélérer, etc., etc. Et ça, c'est un des trucs que je trouve génial dans l'histoire de façon générale et dans l'hypnothérapie et l'accompagnement en général. Ce qui avant était quelque chose de fou, d'incroyable et de super complexe, maintenant, tout le monde en parle. Quoi. Tout le monde le fait, c'est normal. Une régression à la cause, aujourd'hui, les gens ils font oui, une régression.
une induction, on fait. Ouais. Sauf que pendant 50, 60 ans, c'était quelque chose d'hyper complexe, précis, inconnu, etc. Alors que maintenant, bah, un débutant, bah, on prend quelqu'un qui fait hypnovision, débutant, allez, jour 2, il apprend à faire une régression. Voilà. Alors que avant, il fallait peut-être attendre des années avant que tu découvres ce qu'est une régression à la cause, avec toutes les croyances de ah ouais, non, mais il faut pas, c'est trop dur, c'est compliqué, c'est interdit, blablabla. Bla, 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 bla. C'est incroyable. Et, euh, et alors, justement, là c'est chouette ce que tu as fait comme remarque. Tu as vu d'autres de tes séminaires où les personnes venaient pour trouver des solutions plutôt que d'aller vers quelque chose qui était agréable. Tu vois, on peut reprendre par exemple la méthode Silva. La méthode Silva, les gens ils venaient pour résoudre leurs problèmes ou ils venaient pour apprendre l'intuition, etc., etc. Je vais te raconter une anecdote qui explique tout, OK? J'ai un appel téléphonique d'une dame qui dit, écoute, j'ai entendu parler de la méthode, on fait ceci, on fait cela, oui, oui. Elle dit, très bien. Donc, je vais le recommander à mon ami qui a ça comme problème. OK, ouais. Je dis, et vous avez déjà fait alors? Non, 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 il dit, mais je n'ai pas besoin pour le moment parce que ce n'est pas de problème. Ah oui. Ah oui. Et souvent, je raconte ça parce qu'il ne faut pas penser qu'on vient uniquement pour résoudre les problèmes. On vient pour s'améliorer, on vient pour s'évoluer, on vient pour découvrir. Mais non, pour elle, oh non, je n'ai pas de problème, je n'ai pas besoin. mais regarde, alors pour ceux qui ont suivi tous nos partages pendant 3 ans et demi avec Lee, on était sur la méthode Silva surtout, et hypnose, mais bon, méthode Silva. Donc, on vous invite à regarder les 300 podcasts. Hein, vous avez de quoi faire. Mais c'est quelque chose qu'on avait fait remarquer, c'est que beaucoup de personnes ne continuent pas la méthode. Quand je dis continue pas, ne fait plus de petites méditations ou apprend juste à gérer son stress parce qu'ils vont me dire non, mais moi, je suis venu, j'ai obtenu mon résultat et j'ai arrêté parce que la plupart du temps, les cheminements qu'on a, et l'hypnothérapie fait aussi partie, si tu ne travailles pas de l'auto-hypnose pour toi, d'un processus qui est j'ai un problème qui doit être résolu. C'est un garagiste en fait. Hein. Tu vas voir un hypnothérapeute, c'est ton garagiste. Mon pneu est crevé, ma voiture ne démarre pas, aidez-moi à ce que ça. Bon, alors, hormis que l'hypno ne fait pas tout seul et il a besoin de la personne qui vient en session, mais globalement, on est des garagistes. Et l'élément, c'est que les personnes après se disent, bah, vu que je vais mieux, pourquoi je continuerai? Et ça se comprend complètement. Il n'y a pas c'est pas une critique hein, qu'on est en train de faire. C'est juste très amusant parce que les personnes se disent, bah, pourquoi j'étudierais un système si j'ai l'impression que je vais bien? Et on revient à ce qu'on disait au début. C'est bah, quand ça va bien, pourquoi tu voudrais apprendre de nouvelles techniques qui officiellement t'amènent vers du bien-être. Et c'est peut-être ce mot-là qui est dissonant. C'est vraiment très, très proche, oui, oui. Ouais. Ce qu'on a déjà discuté. Et ça me fait penser de nouveau à quelque chose, j'ai déjà cité justement, quand les gens demandaient à José Silva quand est le meilleur moment pour méditer, il dit c'est quand vous n'en avez pas besoin. Comme ça, vous développez l'habitude régulière, vous avancez dans la vie, vous découvrez plein de choses, mais si vous dites j'ai pas besoin, vous laissez tomber, tout perdu quoi. Et je t'avais dit, ça corroborait avec ce que m'avait dit l'élève de Guy Bowen, donc John Butler, Dr. John Butler, un gars top hein, au UK. Alors si vous avez l'occasion, je ne sais plus s'il donne des cours, parce que là il commence à être vraiment âgé aussi. Mais tentez d'aller le voir parce qu'il il est ultra sympa et il a une connaissance incroyable. Et il nous avait dit la même chose sur la gestion de la douleur. Il nous avait tous expliqué. Beaucoup de personnes viennent à l'hypnose pour du pain management, donc de la gestion de la douleur. Et le problème, c'est que oui, effectivement, sur des sessions d'hypnose, avec un hypno à côté de vous, il n'y a pas trop de problème. Logiquement, vous allez diminuer votre douleur, vous sentir mieux, etc. Seulement après, quand vous allez vous retrouver tout seul, il est possible que la douleur revienne, ce qui est assez normal,
Et que l'idée, c'est de pouvoir manager ça, c'est-à-dire gérer le fait que ça ne remonte pas trop ou que ce soit acceptable. Or, il disait, si on ne s'entraîne pas, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Quand je suis avec des douleurs à 7, 8 et que je ne me suis jamais entraîné à gérer la douleur, j'ai quelqu'un qui m'apaise. On va dire c'est l'équivalent d'un médicament. Je vais mieux pendant un laps de temps, mais quand il n'y a plus la session et que les suggestions un petit peu ça me nuise, je recommence à avoir mal à 7, 8. Allez, mettons 6, 7. Bah, ce que je veux, c'est reprendre un médicament. Sauf que la force de l'hypnose, où on va reprendre Silva, c'est de pouvoir être autonome et de le faire tout seul. Oui, mais si tu ne l'as pas appris et que tu ne t'es pas entraîné, bah, ça va être difficile. Donc, tu auras toujours besoin d'une canne, d'un support, c'est-à-dire un thérapeute, un praticien, une bande audio, maintenant un MP3, etc. Et l'idée de Butler, c'était de dire, quand vous allez bien, quand vous avez pas mal, une fois par semaine, vous vous entraînez à créer des petites douleurs, donc pincement, tu peux prendre une pince médicale et tout, sur différentes parties du corps et tu apprends à gérer la douleur, c'est-à-dire la diminuer ou carrément l'anesthésier. Mais il dit, plus vous allez faire ça, plus le jour où vous allez avoir un problème, vous vous êtes cassé le bras, vous allez peut-être avoir pendant 6 mois mal parce que vous avez eu un accident à la noix, eh ben, vous allez devoir gérer la douleur. Ça ne voudra pas dire qu'elle sera absente, mais vu que vous avez eu l'habitude pendant peut-être des années où vous n'aviez pas eu mal de gérer les douleurs, ça va être au départ un peu plus dur parce que là, ce n'est pas quelque chose que je me crée et que je gère, c'est quelque chose que je dois gérer, mais votre cerveau, votre transhypnotique va vous permettre d'y arriver. Et du coup, c'est quand on va bien qu'il faut s'entraîner à probablement quand ça ira pas. Et là encore, c'est quelque chose qui est, tu vois, et là encore, on peut revenir sur un des paradoxes, parce que si on voyait le négatif, on pourrait se dire, quoi qu'il arrive, plus je prends de l'âge, et là, c'est universel, plus je prends de l'âge, plus je sais que j'aurai des douleurs ou des moments pas agréables, parce que tout simplement, mon corps vieillit, parce que je vais peut-être être moins résistant à des trucs, etc. Si je sais ça, donc je peux voir en négatif, autant que je me dise, je me prépare à faire au mieux pour être bien quand je vais avoir un âge plus avancé. Sauf qu'il y a plein de personnes qui ne le font pas. Parce qu'à contrario, voir le futur, anticiper, on n'est pas bon. L'être humain n'est pas bon pour anticiper. Il anticipe très, 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 très mal. C'est un des défauts de l'humain. Donc, en fait, et on l'a depuis la nuit des temps, hein, on sait qu'on va avoir des problèmes d'eau, politiquement, tout le monde le sait, et tout le monde le sait, mais jusqu'au moment où on aura des problèmes d'eau, on ne fera rien. On sait tous que ce qui se passait dans l'atmosphère, c'est pas que lié aux citoyens, mais les entreprises polluent et donc que la température monte. On n'a rien fait. Là, maintenant, il fait chaud et tout le monde dit on devrait peut-être faire quelque chose parce qu'on ne sait pas anticiper. On n'arrive pas à se maintenir dans l'anticipation de quelque chose. Et c'est là où vous voyez en quoi l'hypnose et tout le travail sur soi, il est compliqué parce que il prend des éléments hyper contradictoires de l'être humain. On doit réussir à devenir plus cohérent, plus congruent entre des éléments qui, dans notre nature, ne le sont pas. Il faut voir à long terme le négatif, mais le voir pour faire quelque chose de positif maintenant. Sauf qu'on n'est pas capable de voir trop à long terme. Donc, du coup, on ne voit plus le négatif parce que le négatif, ça nous fatigue et on reste sur le positif. Mais on est pourtant programmé à voir le négatif. Et c'est là où on voit tous les paradoxes compliqués à gérer en hypnose et dans les accompagnements. Donc là, il y a du boulot. Dans toutes les, dans tout ce que tu as rajouté, que tu as proposé, partagé, qu'est-ce que tu as vu comme cours qui a eu du succès du début où tu l'as commencé jusqu'à ce que tu arrêtes ou que tu arrêtes avant le Covid, tu sais, parce que je sais que tu as enlevé certaines choses avant le Covid. Tu as des choses qui vraiment t'ont marqué où tu t'es dit, c'est fou, à chaque fois que je propose ça, il y a toujours de l'intérêt, toujours. De ce que j'ai créé moi-même. Hein. Ouais, ce que tu as créé toi-même. Tu peux aussi, si tu veux. Ce que j'ai mentionné, plus ce que fait justement Bert avec Supermind, etc. Supermind, ouais, c'est un de ceux qui t'a été le plus demandé, non? Ah oui, Supermind est toujours populaire. Oui, toujours, oui, mais je n'ai pas créé moi-même. Mais de ce que, quand je dis créé moi-même, évidemment,
autosabotage, en fait, j'ai reproduit à peu près le système Tibet, mais je l'ai reproduit justement dans un truc qui était plus ouvert. Et ça, probablement, c'est, je vais pas mais c'est un des cours que je peux toujours savoir, il y aura plein de gens qui sont intéressés. Et ça, depuis le départ. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi le cours où, en fait, j'ai remarqué qu'il n'y a pas assez de dons. Parce qu'en fait, au départ, j'ai dit, waouh, c'est structuré, ça marche toujours, un truc, etc. Et je me suis rendu compte à quel point c'était quand même presque fermé, toi. Et c'est là où, justement, j'apprends plus de mes stagiaires et de mes clients. Parce que, justement, de tout ce que j'ai fait, alors, j'allais à ma retraite, j'allais faire un livre sur la régression et la cause. Mais maintenant, je me rends compte, en fait, que j'ai trouvé beaucoup plus de choses dans la thérapie des parties. Parce que, justement, c'est pas que... Finalement, en fait, moi, j'ai fait thérapie des parties bien avant que j'avais fait hypnose, dans d'autres techniques, dans Voice Dialogue en Australie, dans des cours en psychologie, etc. Et chacun donnait un autre angle, un autre point de vue. Mais carrément, et justement, c'était même un sujet que j'ai présenté dans l'hypnose moderne, la convention à Nice, que probablement de toutes les choses que j'ai enseignées, j'ai appris, la thérapie des parties m'a donné le plus de surprises, des choses que je n'ai pas du tout appris dans la structure. Et donc, j'ai dû ouvrir beaucoup mon image et ma vision des parties pour incorporer justement ce que j'ai appris dans d'autres cours, mais ce que j'ai aussi appris de mes clients. C'est fascinant. Oui. Et en plus, c'est très lié à la régression et la cause, parce que d'une certaine façon, souvent, il y a un événement où la partie doit se développer. Et effectivement, souvent, la partie est figée dans le passé. Ça, justement, je n'avais pas appris du tout en Tibet. Mais la partie est totalement figée dans le passé. Et quand on m'a dit ça, j'ai commencé à demander, justement, d'abord, quand est-ce que tu as commencé? Et puis, je demande, mais quel âge a justement, le sujet? Et souvent, ils se trompent, ils pensent que le sujet est toujours enfant ou adolescent, ils ne se rendent pas compte que le sujet est maintenant grandi, plus âgé, et je dois les ramener au moment présent. Et ça, c'est juste une des choses qui n'étaient pas du tout dans la structure Tibet. Alors, je pense qu'on va... on parlera de ça sur la prochaine fois. On va plus parler des thérapies des parties, pas forcément de Tibet, mais de façon générale. Parce qu'en fait, pour ceux qui nous suivent, il y a plein d'écoles de thérapie des parties. Il y en a une de Schwartz qui s'appelle IFS, Internal Family System, par exemple, qui est extrêmement bien. Oui, ça c'est extraordinaire aussi, oui. C'est vraiment top. Tout à fait un autre point de vue, oui. Exactement. Et du coup, pareil, on peut reprendre des notions d'analyse transactionnelle avec parents, enfants, adultes. Il y a énormément de choses. Oui. Et je pense que ça peut être sympa d'en parler parce que c'est un sujet que vous pourrez retrouver, et Lee l'a très bien dit, et c'est pour ça que je vous ai précisé, le premier en hypnose à vraiment avoir structuré, c'était Tibet. Mais depuis la nuit des temps, on fait parler des parties de soi, que ce soit dire tu parles de ton âme, ton ancienne conscience, ton cœur, ton corps, qu'est-ce qu'il a à dire. Tout ça, c'est des façons de faire de la thérapie des parties et on le fait dans les arts martiaux depuis la nuit des temps, on le fait dans plein de choses. Donc, je pense que la semaine prochaine, on va plus vous parler de ça parce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment ultra intéressant et qui est tellement ouvert qu'il y a plein de choses à cogiter, à voir et à capter. Et ça pourra peut-être vous donner l'envie d'en faire sur vous-même, d'en faire avec vos partenaires de session ou d'aller vous former ou découvrir une école qui vous plaît à ce niveau-là. Oui. Et une des choses que j'adore dans ça, comme pour la régression de la cause, c'est que ça ne dépend pas du tout de moi et ma capacité de comprendre ou offrir une solution. Tout est dans le client. Et c'est là où moi, je trouve que pour moi, les thérapeutes, c'est une aventure. Bien sûr. Et j'adore ça. Et je trouve toujours quelque chose d'intéressant, je ne peux jamais prédire.
Et ça, c'est extraordinaire, oui. Ouais, il y a vraiment, c'est une vraie quête et c'est une vraie découverte aussi pour la personne qui se rend pas compte qu'il y a certaines parties d'elle qui parlent. Et on vous en parlera parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte, comme les timbres de voix, les postures des gens qui changent. Il y a plein de choses. C'est très, très amusant. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure ce podcast? Si on va en parler la semaine prochaine, j'ai plein de choses à dire, mais pour ce soir, non. Ok, donc si vous avez des questions à remarques, vous n'hésitez pas, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. À très vite, merci les. Ciao! Ciao!